Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la pathologie médicale et plus précisément dans cette série de vidéos à la thématique de la douleur. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis étudiant en kinésithérapie et je suis également préparateur sportif de métier de formation. Cela me permet de faire un disclaimer, je suis ni prof en université ni professeur en pathologie médicale. J'ai basé ces cours sur différents documents que j'ai pu trouver et bien sûr publier par différentes facultés de médecine, que ce soit en France ou aux États-Unis, et bien sûr sur mes propres notes de cours durant mon cursus universitaire. Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu la définition de la douleur, qui est décrite comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. C'est une définition qui est proposée par International Association Study of Pain, qui est très connu. Ensuite, nous avons vu un rappel anatomique et physiologique de la douleur. Lorsqu'il y a une réception des stimuli douloureux, par exemple une pointe sur ma paume de main, ce stimulus douloureux se fait sur des récepteurs spécifiques qu'on appelle des nocicepteurs. Les stimulus vont modifier la perméabilité ionique des nocicepteurs et sont transformés en impulsions nerveuses. Ces impulsions sont conduites à travers des fibres nerveuses qui sont peu myélinisées ou qui sont pas du tout myélinisées jusqu'à la moelle épinière. Donc l'influx va remonter par la moelle épinière jusqu'à la décussation médulaire et elle va monter par la région antérolatérale médulaire et le tronc de l'encéphale, formant les faisceaux spinaux et qui vont rejoindre à leur tour le cortex. Dans la précédente vidéo, nous avons vu la sémiologie de la douleur, nous avons parlé de l'intensité, de la qualité, de la localisation. Aujourd'hui, nous allons parler de la chronologie de la douleur. On va faire une distinction entre douleur aiguë et douleur chronique et nous allons voir les circonstances la modifiant. Dans les prochaines vidéos ou dans cette vidéo, je ne sais pas encore, nous allons étudier le mécanisme physiopathologique de la douleur. Alors, nous avons vu l'intensité de la douleur, nous avons vu qu'on pouvait classer la douleur comme une douleur légère, modérée et intense, mais cette classification ne nous permet pas, si vous voulez, de suivre l'évolution des symptômes douloureux d'une séance à une autre. Donc, on utilise à l'heure actuelle des échelles unidimensionnelles, des échelles numériques, vous la connaissez tous, par exemple l'échelle EVA, avec 0, pas de douleur, 10, une douleur atroce, et on va demander au patient de venir classer de façon objective sa douleur sur cette échelle de 0 à 10. Et nous avons également vu l'échelle multidimensionnelle avec le questionnaire de McGill. Nous avons vu aussi les échelles de douleur qui sont utilisées pour les personnes âgées ou pour les enfants. Nous avons étudié la qualité de la douleur, avec est-ce qu'on caractérise la douleur, est-ce que le patient caractérise la douleur comme étant une douleur brûlante, pointue, pulsée, une oppression, etc. Nous avons vu sa localisation, d'accord. On sait que la douleur est généralement localisée dans la zone correspondante au lieu d'origine, mais par exemple dans la douleur viscérale, je vous avais montré une photo, nous trouvons ce qu'on appelle la douleur irradiée, bien qu'il ne s'agisse généralement pas d'une irradiation proprement dite, mais d'une douleur qui est référée. Alors je vous invite à revoir la précédente vidéo pour avoir toutes les informations concernant cette introduction. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur la chronologie de la douleur et sa durée d'évolution. Nous avons donc la douleur chronique et la douleur aiguë. On commence à parler de douleur chronique à partir d'une douleur ressentie après 3 à 6 mois. Donc la durée d'évolution permet de distinguer la douleur aiguë, qui est un signal d'alarme. Ok, la douleur n'est pas une mauvaise chose, c'est une façon d'alerter notre système nerveux qu'il y a un danger potentiel. Alors que la douleur chronique pourrait être définie comme une douleur maladie. Alors la douleur est un symptôme, douleur aiguë est un symptôme qui aide au diagnostic et qui généralement décroît et disparaît lorsqu'un traitement est institué. On parlera donc de douleur transitoire avec un mécanisme unifactoriel, d'accord, une cause claire et une cause nociceptive. La douleur aiguë est associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes, alors que la douleur chronique a une dimension beaucoup plus multifactorielle. On aura l'occasion d'en reparler.
Cette douleur aiguë va jouer bien sûr sur la psychologie de l'individu en augmentant son anxiété. C'est généralement ce qui pousse un patient à venir consulter. Et on peut retrouver des réactions végétatives qui nous, en tant que professionnels de santé, nous permettent de mettre une dimension objective sur le symptôme de la douleur. On pourra retrouver donc tachycardie, avec un battement de cœur rapide, une polypnée, une respiration rapide, une mydriase, qui est une augmentation du diamètre de la pupille et de la transpiration. Et notre objectif thérapeutique, il est bien sûr curatif. Ensuite, la douleur chronique. C'est une douleur qui évolue et dure depuis 3 à 6 mois. Elle envahit le langage du patient, d'accord, il ne parle que de ça, sa vie quotidienne et devient invalidante. Au stade de la douleur chronique, elle représente pour le patient l'essentiel de sa maladie et peut donc s'accompagner de dépression. Donc cette douleur chronique s'accompagne également de problèmes physiques dans la vie de tous les jours. On avait vu dans des précédentes vidéos le cercle vicieux de la douleur. Douleur, j'ai peur de me confronter à la douleur. Comme j'ai peur de me confronter à la douleur, je perds en capacité fonctionnelle si vous voulez. Et tout ça rentre dans un cercle vicieux. On avait vu que les patients qui se confrontent à leur douleur, dans le cas de la douleur chronique, ont généralement une courbe de progression qui est plus rapide. Des problèmes évidemment psychologiques, on a parlé de dépression et des problèmes sociaux. D'accord ? Cette douleur chronique est décrite comme permanente et récurrente et comme étant une maladie. Donc comme je vous le disais, il y a un mécanisme multifactoriel. C'est une douleur qui se maintient après le dommage et la lésion. Okay ? Douleur chronique associée à une lésion tissulaire réelle, douleur chronique multifactorielle. Même si les tissus sont réparés, le patient peut ressentir de la douleur. Donc c'est un cercle vicieux. L'impact physiologique et psychologique, ici je l'ai mal écrit, donc ça peut amener bien sûr à une dépression. Il y a souvent des antidépresseurs qui sont prescrits à des gens qui ressentent de la dépression et qui ont des douleurs chroniques, par exemple l'aroxyl. Et l'objectif thérapeutique est bien sûr multiple. Okay ? Alors ensuite, donc maintenant que vous avez bien compris la chronologie de la douleur, nous allons voir les circonstances qui modifient la douleur. Alors on a des circonstances qui vont déclencher la douleur, on a des circonstances qui vont l'aggraver et des circonstances qui vont soulager la douleur. Alors, j'ai des questions à vous poser. Lorsqu'il y a une douleur qui augmente avec le mouvement, à quoi ça vous fait penser ? Bien sûr, en général, ça nous fait penser à une atteinte musculaire, articulaire ou osseuse. Lorsque vous avez une douleur qui augmente avec la respiration profonde ou la toux, ça nous fait penser à l'appareil respiratoire ou à la plèvre. Et une douleur qui augmente lors de l'ingestion des aliments, bien sûr le système digestif et l'ingestion des aliments, une pathologie au niveau de l'œsophage. Alors parlons un petit peu des déterminants de la douleur. L'évaluation de la douleur doit tenir compte d'autres facteurs externes qui peuvent moduler, augmenter ou diminuer l'intensité de la douleur. Et nous avons abordé déjà dans une précédente vidéo sur la douleur le modèle biopsychosocial. Donc ça va dépendre de la personnalité de l'individu, du niveau culturel, du niveau socio-économique, soit du pays dans lequel il se trouve, soit de son propre foyer, et bien sûr du milieu social ou familial. Voilà concernant le modèle biopsychosocial. Alors, on est à 8 minutes, alors je vais introduire le mécanisme physiopathologique de la douleur. Donc on va distinguer plusieurs types de douleurs. La douleur nociceptive, alors on en a longuement parlé dans des précédentes vidéos. Alors il y a une playlist qui s'appelle Mécanisme de la douleur où vous pourrez retrouver ces différentes vidéos. Nous allons parler de la douleur neuropathique, de la douleur sympathique, de la douleur inexpliquée. Alors j'éviterai de prononcer le latin parce que j'ai beaucoup de mal à le faire. De la douleur mixte et de la douleur psychogène. Allez, c'est parti. Donc concernant la douleur nociceptive, c'est une douleur qui est physiologique et elle est considérée comme bénéfique. Je vous parlais du système d'alarme tout à l'heure, et adaptative, puisqu'elle va informer le corps humain de la présence d'une menace à son intégrité. C'est cette douleur que l'on ressent lors d'un processus pathologique aigu,
se couper ou se brûler la peau. Cette douleur disparaît lorsque le processus physiopathologique causal tend à se résoudre. La douleur nociceptive peut être divisée en sous-catégories. On a une douleur nociceptive somatique et une douleur nociceptive viscérale. La douleur somatique se présente lorsqu'il y a une lésion des tissus, alors que la douleur viscérale est présente lorsqu'il y a un étirement des fibres des viscères. Alors, cette douleur somatique nociceptive, elle est, comme je disais, causée par la stimulation des récepteurs de la douleur, aka les nocicepteurs situés dans les structures somatiques, les structures musculaires, osseuses et articulaires. En général, c'est une douleur qui est bien localisée, qui est pointue et qui est aiguë. Ensuite, nous allons avoir la douleur viscérale nociceptive. C'est une douleur qui est diffuse, mal localisée, lourde ou sourde et qui peut rayonner. Je vous renvoie à la précédente vidéo où je vous avais montré une image avec les différentes douleurs viscérales nociceptives et où est-ce que la douleur peut être diffusée dans le corps humain. Ensuite, nous avons la douleur neuropathique. Alors, les douleurs neuropathiques sont des douleurs consécutives à une lésion du système nerveux. Elles sont appelées ou elles ont été appelées aussi douleurs de désafférentation. Elles se manifestent par des picotements, des crampes, des brûlures ou une sensation de choc électrique parfois très intense. On va retrouver une douleur neuropathique périphérique ou une douleur neuropathique centrale. Ensuite, nous avons la douleur sympathique. Alors, c'est très complexe. Je vais vous lire ce que j'ai pu trouver. Enfin, c'est très complexe. C'est un petit peu... il y a différents termes qui sont utilisés pour décrire cette douleur sympathique. Je vais vous lire les définitions que j'ai pu trouver sur différents dictionnaires médicaux. Alors, la douleur nerveuse sympathique est maintenant connue sous le nom de syndrome douloureux régional complexe ou de dystrophie sympathique réflexe. Il s'agit d'une maladie chronique rare qui affecte généralement les bras ou les jambes. Le syndrome douloureux régional complexe est marqué par une sensation de brûlure intense ou une douleur très douloureuse. Le patient peut également ressentir un gonflement, une décoloration de la peau, une température modifiée, une transpiration anormale et une hypersensibilité dans la zone touchée. La cause du syndrome douloureux régional complexe n'est pas clairement comprise, bien qu'elle fasse souvent suite à une maladie ou à une blessure. Donc ce syndrome de douleur régionale complexe, c'est une autre définition qu'on peut appeler le syndrome de la douleur régionale complexe également, est un terme utilisé pour désigner une variété de présentations cliniques chez les patients présentant une douleur chronique persistante et qui est disproportionnée au traumatisme ou la lésion précédant la douleur et qui ne se limite pas à un territoire nerveux ou à un dermatome spécifique. Dans cette classification, on retrouve l'algodystrophie qui est caractérisée par une douleur continue d'une région du corps à l'extrémité d'un membre le plus souvent. Alors, bon, je vous ai fait un petit peu des paraphrases de chacune de ces citations. Ensuite, nous avons la douleur cinémateria, la douleur inexpliquée. Alors là, il n'y a aucune cause qui est objective, mais la douleur est ressentie dans le corps. Douleur abdominale récurrente, douleur musculo-squelettique, des céphalées, de tension chronique. Il ne s'agit ni de simulation, ni de manipulation, mais de l'expression d'une difficulté profonde. Définition que j'ai trouvée sur Internet. Des phénomènes psychiques peuvent amplifier cette sensation douloureuse, et vous connaissez bien la fibromyalgie. Je crois que Lady Gaga s'en plaint, qui n'ont pas donc une douleur, enfin des douleurs qui n'ont pas une cause claire, des maux de tête, d'accord, et des douleurs myocardiales. Ce sont des exemples de ces douleurs inexpliquées, ou qui peuvent être des exemples de cette douleur inexpliquée. Ensuite, nous avons une douleur mixte qui associe une composante inflammatoire et une composante neuropathique. Ensuite, nous avons la douleur psychogène qui va désigner une douleur qui serait uniquement ou principalement causée par des facteurs psychologiques, émotionnels et comportementaux.
Alors je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. On va terminer sur ça. Alors nous en tant que professionnels de santé, parce que la douleur est considérée comme un symptôme et c'est très difficile à évaluer, même si on utilise des échelles d'évaluation de la douleur qui nous permet de voir de façon objective, si vous voulez, la progression des symptômes du patient. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que professionnels de santé, on peut évaluer objectivement par rapport aux symptômes douloureux? Alors, l'évaluation objective se fonde sur la visualisation et la mesure de certains paramètres cliniques, biochimiques et comportementaux du patient par un observateur externe. Généralement, il y a des complexes, des édifices, des services médicaux qui se sont développés, qui sont des centres de douleur et qui analysent ces comportements douloureux. Donc on peut analyser le comportement, voir s'il y a de l'agitation, de l'anxiété, des expressions faciales typiques des patients qui sont en souffrance, mais on peut voir aussi observer, mesurer des stimulations végétatives comme l'hypertension, la tachypnée, la tachycardie ou la transpiration. Et au niveau des marqueurs biochimiques, alors il y en a plus, on peut mesurer la CTH qui stimule la glande cortico-surrénale, qui est une hormone, et l'adrénaline. Voilà les anatomies, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons revoir un petit peu la physiologie de la douleur, de la sensibilisation, etc. Je connais pas encore, j'ai pas encore préparé le cours. Et si vous avez des commentaires pertinents à faire dans la zone commentaire. À très vite.